Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Cash Confidence. Cette 4e saison est réalisée en partenariat avec Boursorama, avec lesquels on partage un même projet, parler de la finance sans tabou et la rendre accessible à toutes et à tous. Notre objectif avec notre podcast est de créer un espace où on peut parler d'argent sans tabou, avec beaucoup de clarté et de compréhension pour que tout le monde puisse être à l'aise avec ce sujet. Et justement, aujourd'hui, on a un épisode qui était très demandé parce que la question centrale, c'est justement, je veux commencer à investir, mais je ne sais pas par où commencer. C'est une question que beaucoup de nos auditrices, beaucoup des participantes au challenge, beaucoup des femmes dans les réseaux sociaux nous posent. Et justement, pour répondre à sa question, on a aujourd'hui avec nous Héloïse Boll. C'est la fondatrice d'Oseille & Compagnie, co-autrice de livre Haute une citoyenne. Elle est vraiment une des voix les plus écoutées, les plus claires justement sur les sujets d'investissement. Bonjour Héloïse et bienvenue. Et du coup, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour à toutes les deux, merci de me recevoir. Donc, je m'appelle Héloïse Boll, j'ai 50 ans, je suis la fondatrice d'Oseille & Compagnie, qui fait du conseil en patrimoine et de l'éducation financière. Je m'adresse pas exclusivement aux femmes, mais il se trouve que j'ai une clientèle qui est majoritairement féminine, ce qui me convient très bien, et donc j'observe pas mal de caractéristiques de l'investissement au féminin et des sujets sur lesquels il faut être particulièrement vigilante quand on est une femme parce qu'on n'a pas tout à fait les mêmes trajectoires de vie que nos amis les hommes et que donc on ne devrait pas tout à fait avoir les mêmes trajectoires d'investissement. Non, c'est sûr, et notre objectif aujourd'hui, c'est d'en parler justement au maximum de ce sujet-là. Et la toute première question pour se lancer dans la vif du sujet, c'est qu'on entend très souvent cette phrase que avant de commencer à investir, il faut se constituer une épargne de précaution. Comment est-ce qu'on définit cette épargne de précaution ? À quoi est-ce qu'elle doit correspondre ? Et comment est-ce qu'on la constitue concrètement ? Alors, le principe de constituer de l'épargne, c'est très simple, hein. L'épargne, c'est ce qu'on gagne moins ce qu'on dépense. Donc, si on veut épargner, il faut dépenser moins que son salaire. Il faut vivre en dessous de ses moyens. Quand on commence à travailler, idéalement, si on peut, il faut vivre vraiment beaucoup en dessous de ses moyens. Il faudrait continuer à bricoler avec ses petites astuces d'étudiante. Mais bon, c'est pas toujours possible. Mais en tout cas, la question de comment on épargne, c'est très simple. On arrive à épargner parce qu'on dépense moins que ce qu'on gagne. Il y a aussi des pièges au passage qui sont ne pas bien anticiper sa fiscalité, ne pas avoir le bon taux d'épargne, ne pas avoir le bon taux de prélèvement à la source qui va finalement venir grignoter ce que tu pensais être de l'épargne parce que t'as pas bien anticipé le montant de tes impôts. Enfin, il peut y avoir des petits accidents comme ça. Donc, il faut être au clair sur ce qu'on gagne, être au clair sur ce qu'on a comme charge fixe, être au clair sur ce qu'on peut dépenser sans se mettre dans la panade. Et idéalement, si on veut vraiment épargner de façon efficace, il faut inclure le budget épargne dans les charges fixes dès le début du mois. Ça, c'est la première chose. Pour ce qui est des montants à mettre de côté en épargne de précaution, là, la réponse, elle est terriblement frustrante parce que ça dépend en fait. Quand tu voyages léger, c'est-à-dire que tu es jeune, tu n'as pas de charge de famille, tu n'as pas une très grosse mensualité de crédit à rembourser, tu n'as pas des frais fixes mirobolants, et ben si tu es salarié, 3 mois de revenus, ça peut suffire. Certaines personnes considèrent que c'est trop. Moi, je suis plutôt souvent un peu ceinture et bretelles, et je trouve que 3 mois, c'est pas mal. Quand tu as 2 enfants en bas âge, des frais de garde, et qu'en plus tu rembourses un crédit, et ben 3 mois, ça suffit plus. Il faut avoir 6 mois. Donc voilà pourquoi on dit pour les salariés, c'est entre 3 et 6 mois. Et puis, il y a quelque chose auquel il faut faire très attention, c'est l'épargne de précaution pour tous ceux et celles qui sont freelance. Qui sont à leur compte, qui sont en profession libérale, enfin, tous ces gens-là, ils ont des années où certains clients mettent des mois à les payer, ils ont des années
où certains clients mettent leurs clés sous la porte et ne les payent jamais. Et puis, ils ont des années sans clients. Et en fait, dans ces cas-là, il faut pouvoir faire face à des années financièrement beaucoup plus difficiles parce que tu peux non seulement avoir un coup dur qui sert à absorber ton épargne de précaution. Je te donne un exemple, ton chat tombe du toit, tu le fais hospitaliser pendant 15 jours, ça coûte un rein. L'épargne de précaution, ça sert qu'à des trucs pas drôles comme ça. Hein. T'as cette dépense, mais en face, tu peux ne pas avoir ton salaire ou ton revenu d'indépendante la même année. Et donc, il faut vraiment avoir un socle un peu solide dans ces cas-là. Et une question en lien qu'on a assez souvent, c'est cette épargne de précaution, où est-ce qu'on la met ? Est-ce qu'on la met sur des livrets ? Est-ce qu'on la garde sur son compte bancaire ? Est-ce que tu as des conseils là-dessus ? Non, alors le mieux, c'est pas de la garder sur ton compte bancaire, sinon tu vas la confondre avec l'argent que tu peux dépenser. Et puis c'est dommage parce que en plus cette épargne-là, elle va rien te rapporter. Tu peux au moins essayer de la couvrir contre l'inflation en la plaçant sur ton livret A ou sur ton LDDS, ou les deux si vraiment le montant total doit être plus élevé. Ça rapporte 1,7%, ça fait pas rêver, mais les livrets, c'est des comptes sur lesquels l'argent n'est pas risqué, n'est pas fiscalisé et il est immédiatement disponible. Donc en fait, ça sert à ça. Hein. Le livret A, le LDDS, ça sert pas pour l'épargne de long terme, ça sert pour l'épargne qu'on doit pouvoir mobiliser rapidement en cas de coup dur. C'est hyper intéressant et du coup, une fois qu'on arrive à cette épargne de précaution, l'idée, en théorie, c'est de commencer à investir, donc commencer à chercher un peu plus de rentabilité. Mais souvent, on a notamment les femmes qui se disent j'ai peur de commencer à investir, je ne sais pas par quoi commencer, et qu'elles mettent tout l'argent sur des livrets et qui n'ont pas une rentabilité intéressante. Et il y a aussi cette fausse croyance, j'imagine, de j'attends d'avoir beaucoup d'argent pour commencer à investir. Parfois, même des femmes qui ont 50, 100 000, 200 000 euros de côté et qui pourtant n'ont pas encore franchi le cap. Du coup, est-ce qu'il faut attendre à avoir beaucoup d'argent ? Combien d'argent ? Avoir une situation plus stable pour justement commencer à faire des investissements ? Cette question, je l'ai souvent. Vous savez, j'ai pas assez d'argent pour venir vous voir et j'ai pas assez d'argent pour investir. Non. Une fois que tu as un job, que tu as ou des revenus réguliers parce que tu travailles, que tu as une épargne de précaution, si en plus tu as eu la chance de pouvoir acheter ton logement, ça c'est souvent l'étape 3 en réalité dans les investissements, avant les investissements financiers un peu dynamiques. Il n'y a plus de raison de ralentir et d'arrêter. Et surtout, ça veut dire que tu as déjà mis en place tout un tas de socles. L'épargne financière et les investissements financiers, ça peut se commencer avec 100 € à l'ouverture et 100 € par mois. Et en plus, ça peut aussi se commencer avec assez peu de compétences financières, puisqu'aujourd'hui, on a tout un tas de systèmes avec des mandats de gestion, de la gestion pilotée, notamment dans les contrats d'assurance vie en ligne, où on ne va pas te demander toi-même de choisir quel type de placement tu mets à l'intérieur de ton contrat d'assurance vie. On va juste te demander quel est ton profil de risque, quelle est la part de risque que tu veux prendre et on va placer l'argent pour toi. Donc, ça veut dire que ce sont des produits à charge mentale réduite. Ce sont des produits avec des tickets d'entrée qui sont très faibles et ça veut dire que ce sont des produits qui s'adressent à toutes et à tous. À partir du moment où on a une épargne de précaution pour faire face aux coups durs et où on a compris que sur les placements un peu dynamiques, on pouvait perdre une petite ou une grosse partie de son capital et qu'il fallait être prêt à ça. J'aime beaucoup ce que tu dis et un autre blocage qu'on entend très souvent dans le cas du challenge Cash Confidence, c'est des femmes qui nous disent en fait, votre challenge, c'est la 5e formation que je suis sur la finance et en fait, je me sens pas encore prête. Qu'est-ce qu'on dit à ce type de femmes ? À quel moment est-ce qu'on est prête à enfin se lancer dans l'investissement ? Alors ça, y a des caps psychologiques, moi, que je peux pas franchir à la place des auditrices de tes challenges. Là, je suis désolée, mais vraiment, investir des petits montants régulièrement quand on a déjà, encore une fois, un job, une épargne de précaution,
parfois, on a investi dans sa maison. Ça veut dire qu'on rembourse tous les mois un crédit qui nous enrichit. Et vraiment, ça joue sur des très petits montants. Ce sont des montants qui peuvent fluctuer, mais à un moment, il faut se lancer. Il faut arrêter de se chercher des excuses. Alors après, il peut y avoir plein de raisons à ne pas se lancer. Il peut y avoir tu peux rencontrer des gens qui vont essayer de t'intimider en disant « Ouais, mais ça, c'est naze, il vaut mieux faire ça. Oui, mais… » De toute façon, tu vas toujours trouver des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que tu fais sur ton argent et tu vas toujours trouver des gens qui sont d'accord pour te donner leur avis sur ce que tu fais avec ton argent, et particulièrement si tu es une femme. Ça, vraiment, il y a zéro autocensure sur le sujet, y compris de la part de gens qui n'ont absolument rien fait, d'ailleurs. Donc, à un moment, il faut aussi fermer un petit peu cette manne aux avis des autres et à la validation de Jean-Claude, Kevin, ta mère et ton mec, qui parfois n'investissent pas du tout comme toi et n'ont pas du tout ni la même vie, ni les mêmes biais, ni les mêmes peurs, ni les mêmes priorités. Il faut arrêter d'écouter tous ces gens-là, en fait. Amen. Tout à fait aligné avec tout ce que tu dis. On valide. On valide à fond. Justement, on commence à se lancer dans l'investissement, on a envie d'y aller. À ce moment-là, quels sont les critères qui entrent en jeu pour choisir les bons placements ? On entend souvent parler de liquidité, on entend parler d'aversion au risque. C'est quoi les questions qu'il faut qu'on se pose pour déterminer les bons placements par rapport à soi ? Typiquement, la liquidité et ton rapport au risque. Ça, c'est vraiment deux paramètres que tu dois absolument prendre en compte. Ton rapport au risque, en gros, c'est combien tu es prête à perdre. Est-ce que tu es OK pour voir tes placements fluctuer à la hausse, mais aussi à la baisse ? Jusqu'à quel niveau ? Est-ce que c'est 10% de hausse et de baisse que tu acceptes ? Est-ce que c'est 20% ? Est-ce que c'est 30% ? Tout ça, ça va changer un petit peu la dose de risque que tu vas prendre sur tes placements. Et puis, il y a un autre paramètre qui est très important, en effet, c'est celui de la liquidité, parce que un placement qui est liquide, même si tu as eu une perte en capital, je te donne l'exemple d'une action. Tu t'achètes une action, elle baisse, mais tu as besoin de récupérer tes sous. C'est dommage, c'est pas le bon moment. Elle a perdu 15%, sauf que tu as quand même besoin de récupérer ton argent. Ton argent, tu le récupères en même pas 10 minutes. Tu vends ton action, le temps de rafraîchir ton écran sur ton ordinateur, l'action est vendue, l'argent est sur ton compte, ton PEA, ton compte titre, etc., etc. Donc, ça, c'est liquide. À l'inverse, si tu investis, par exemple, dans la boîte de ton beau-frère ou dans une toute petite boîte dans laquelle tu crois, qui a fait une opération de crowdfunding et tu te dis « Ah, c'est génial ce projet, je vais prendre des parts ». Mais en fait, une société qui n'est pas cotée en bourse, pour avoir la liquidité, c'est-à-dire pour récupérer l'investissement que tu as fait, eh bien, il faut que tes parts soient revendues, soit au créateur qui va te les racheter, soit par une autre boîte qui va réinvestir, et j'espère que l'autre boîte réinvestira en mettant plus d'argent, parce que ça voudra dire que ta part se sera valorisée. Malheureusement, c'est quand même très rarement le cas, et donc, quand tu investis dans une société qui n'est pas cotée, et je le dis à dessein parce que c'est très à la mode, les investissements dans les sociétés non cotées, tu ne sais ni quand ni combien tu vas récupérer. Avec une action en bourse, tu ne sais pas combien tu vas récupérer, tu ne sais pas trop à quel horizon tu vas avoir envie de vendre ou pas, mais quand tu décides de vendre, tu liquides en 3 minutes. C'est ça, un placement liquide. Et donc, ça veut dire que, typiquement, quand tu investis dans la boîte de ton beau-frère, dans la petite boîte, la petite PME, TPE, pour laquelle tu as eu un coup de cœur, eh ben, tu mets des tout petits montants. Et justement, les tout petits montants, ça vient un peu dans l'idée de diversification. Pourquoi c'est intéressant la diversification ? Est-ce que c'est mieux de commencer à placer des petits montants sur plusieurs choses différentes ? Donc, je vais mettre, comme tu as dit, je sais pas, je mets 100, 200, 500 euros
dans la petite boîte de mon frère et, je sais pas, 500 euros dans un contrat d'assurance vie, 500 euros sur un PEA, je sais pas. Comment tu vois la diversification? Mariana, c'est pas du tout ces ordres de grandeur-là. La boîte de ton beau-frère, c'est si ton beau-frère te sollicite. Le coup de cœur, c'est si tu as un coup de cœur, mais c'est même pas 5% de ton patrimoine financier. Un placement risqué et non liquide, c'est 5% de ton patrimoine financier, point, pas plus. Après, tu vas regretter. Un contrat d'assurance vie, alors là, je ne vais pas te donner des pourcentages parce qu'on a toujours ce paramètre de j'ai 6 mois de revenus. Imagine, je gagne 3 000 euros par mois, j'ai 18 000 euros d'épargne de précaution. C'est déjà une épargne de précaution solide. À partir de ce moment-là, je peux mettre 100, 200 euros tous les mois sur un contrat d'assurance vie. Je peux même, en vrai, en mettre un petit peu avant d'avoir atteint les 6 mois d'épargne de précaution. Très bien, j'ai fait ça. Les premières années, l'argent que je vais mettre sur mon contrat d'assurance vie, il va peser quasiment rien à côté de mon épargne de précaution. Et plus l'argent va grossir, plus je vais investir tous les mois, plus l'argent va s'apprécier, plus ça va peser. Mais vraiment, sur les placements non seulement risqués, mais en plus non liquides, là, j'y vais sur des doses homéopathiques. Et justement, c'est intéressant cette idée de diversifier et prendre un peu plus de risques. Mais justement, si je ne suis pas encore à ce niveau d'investissement à faire, si j'ai que 100 euros, est-ce que c'est mieux de vraiment faire des petits montants sur plusieurs placements ou justement de concentrer sur un type d'investissement, assurance vie par exemple, et après je vais chercher d'autres placements? Typiquement, avec 100 euros dans un contrat d'assurance vie, tu vas pouvoir faire beaucoup de choses parce que tes 100 euros, ils vont pas être investis juste comme ça en assurance vie. En fait, à l'intérieur de ton contrat d'assurance vie, il y a plein de placements disponibles. Tu as ce qu'on appelle le fonds en euros, qui est la partie dite sécurisée du contrat d'assurance vie. Cette partie-là... elle est essentiellement investie en obligations, mais c'est pas toi qui t'en occupe de toute façon, mais elle existe. Et puis après, tu as tout un tas de fonds disponibles. Parfois, tu as des fonds immobiliers. C'est pas ce que je préfère en assurance vie, parce que souvent, tu as aussi de l'immobilier par ailleurs à toi. Donc là, pour le coup, tu casses la diversification. Tu fais un peu... sandwich au pain, genre j'ai de l'immobilier et je mets de l'immobilier dans mon assurance vie. Mais en dehors de ça, tu as aussi des tas de placements en actions, tu as des placements spécialisés dans les actions de la tech, des placements spécialisés dans les actions de la santé, dans les actions liées à l'environnement, tu as des actions par zone géographique, tu as des obligations, tu as une foule d'investissements que tu peux faire et qui sont faits à l'intérieur de ton contrat d'assurance vie. Donc les 100 euros que tu vas investir dans ton contrat d'assurance vie, si tu as défini un mandat de gestion ou une gestion pilotée avec un profil prudent, équilibré, dynamique, ils sont déjà investis de façon diversifiée. Ça fait sens, merci. et en lien, donc, imaginons qu'on a envie de se lancer, qu'on a nos 100 euros et qu'on est prêt à les mettre sur un contrat d'assurance vie ou sur un autre placement. Aujourd'hui, il existe tellement une multitude de différents véhicules d'investissement, de plateformes, il reste plein de choses. On a toujours l'impression que telle offre, elle est mieux qu'une autre. Il existe Boursorama qui est aussi vraiment chouette. Comment est-ce qu'au milieu de tout ça, on se retrouve? Est-ce qu'il y a forcément une plateforme qui sera largement meilleure que les autres? Comment est-ce qu'on fait ses choix? Comment est-ce qu'on choisit où est-ce qu'on va investir? C'est difficile ça, parce que ça se goûte pas aussi facilement qu'un yaourt en fait, une assurance vie. Tu vas pas pouvoir comparer tout de suite très facilement les offres. Donc comme quelqu'un dans un étalage de supermarché, tu vas évidemment réagir plus à un marketing, à des couleurs, à des choses. Mais la réalité des choses, c'est que les contrats d'assurance vie en ligne, il y en a maintenant beaucoup. Très souvent, on retrouve quasiment les 3 ou 4 mêmes compagnies d'assurance derrière ces contrats. Après, dans la gestion, il y a des petites différences, c'est vrai. Moi, j'aime bien regarder des contrats qui ont déjà un certain historique.
parce que je trouve ça un peu plus rassurant de me dire ce contrat-là, il existe depuis 7 ans, 8 ans, ou 15 ans, ou 20 ans parfois. Voilà, ça me rassure un petit peu. Mais après, ce qui fait la différence, c'est évidemment les frais. Mais dans les contrats en ligne, franchement, les frais sont dans des mouchoirs de poche. Et il y a beaucoup de palmarès pour ces contrats-là. Ce qui est sûr, c'est que si tu prends l'ensemble des contrats d'assurance vie disponibles sur le marché, y compris les très anciens et les nouveaux et ceux qui sont en ligne, tu vas trouver majoritairement des contrats en ligne dans le plus haut du palmarès. Et la raison la plus évidente étant qu'ils ont des frais très bas, ce qui entame moins ta performance pendant la durée de ton contrat, en fait, parce que tu payes moins de frais, donc les performances du contrat sont davantage dans ta poche. Et puis, la deuxième raison, c'est aussi que très souvent, dans les contrats en ligne, tu as beaucoup d'unités de compte disponibles, c'est-à-dire beaucoup de fonds d'investissement dans lesquels tu peux investir avec ce contrat qui sont disponibles, et ça, c'est aussi une possibilité assez intéressante. Maintenant, si tu n'arrives pas à te décider entre 30 contrats, c'est peut-être pas la peine d'y passer 24 heures à faire un benchmark, un tableur Excel, etc. Dans la vie, en fait, tu n'es pas toujours obligé d'avoir le meilleur contrat. Tu peux avoir un très bon contrat et c'est déjà vachement bien en fait. J'adore l'approche et surtout parce que c'est un peu l'idée de mieux qu'avoir justement le meilleur contrat, c'est de justement commencer à placer cet argent. Le pire, ce qu'on peut faire, c'est justement de ne pas investir. Donc, je suis assez d'accord, je partage beaucoup l'idée. Et justement, est-ce qu'il y a des critères, des choses à faire attention? Parce que aussi, un ressenti qu'on voit souvent lors des participantes du challenge, des auditrices, c'est la peur de se faire arnaquer. C'est un peu l'idée de peut-être que toutes les informations ne sont pas forcément claires et il y aura une information que je vais découvrir quand j'ai déjà placé mon argent. Est-ce qu'il y a des conseils dans ce sens? La peur des petites lignes, on a beaucoup eu. Oui, alors, un contrat d'assurance vie, il y a pas mal de choses quand même à comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, avant d'investir, il faudrait pouvoir comprendre comment ça fonctionne dans la durée. Comment les frais fonctionnent. Il faudrait aussi surtout comprendre que ce n'est pas parce qu'un contrat d'assurance vie a bien marché en année 1, qu'il a bien marché en année 2 et qu'il a bien marché en année 3, qu'il ne va pas avoir des performances catastrophiques en année 4. C'est ça souvent que les femmes et les hommes entendent par arnaque. En fait, c'est parce qu'ils n'ont pas compris qu'il y avait et pas mesuré la part de risque qu'il y avait. Or, quand moi je l'entends de temps en temps, mon contrat est nul, j'ai fait moins 20%. Alors, tu regardes le contrat, tu regardes les marchés sur la même période, les marchés font moins 25. En fait, dans un marché qui ne fonctionne pas et qui est en baisse, le meilleur ou la meilleure des gérantes de contrat d'assurance vie ne pourra pas faire de miracle. Donc, c'est pas ton contrat qui est nul, c'est la bourse qui s'est mal comportée, qui a baissé, comme ça arrive assez régulièrement, comme ça peut encore arriver régulièrement. Et c'est que tu t'es un peu habitué à avoir des très bonnes performances parce que tu as traversé des très belles années. Et en fait, la chose la plus difficile, c'est de se souvenir de ce qu'on t'a dit au moment où on t'a vendu le contrat. Parce que très souvent, en fait, ce que j'observe, moi, chez les femmes qui viennent me voir, et les hommes aussi d'ailleurs, c'est que t'as plein de placements qui ont été souscrits à des moments X ou Y, et en fait, plus personne ne sait pourquoi il ou elle a souscrit ces placements. C'est parce qu'en fait, le jour où on te les a vendus, t'as bien entendu, t'as signé, t'étais OK, et puis après, t'es passé à autre chose, tu t'es dit ça, c'est fait, et t'as oublié qu'il pouvait y avoir des risques, des choses comme ça, et la réalité, c'est pas des arnaques. L'époque où on vendait des produits financiers en te montrant des courbes qui montaient hyper régulièrement et en te montrant jamais les baisses, cette époque-là, elle est révolue. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de te vendre un contrat comme ça. On n'a plus le droit de t'emmener sur les marchés si t'as pas compris qu'il y avait un risque de perte en capital.
Donc aujourd'hui, tu peux pas dire « Ah, je savais pas, on m'a pas expliqué, c'est une arnaque ». Non, c'est que t'es passé à autre chose et que tu t'es peut-être pas suffisamment intéressé au truc. Voilà, si tu veux investir et si tu veux avoir des performances sur la durée, il faut accepter une part de risque, encore une fois, sur des sommes sur lesquelles tu peux prendre des risques, et à condition que tu puisses le faire. C'est pas toujours possible selon la période où tu en es dans ta vie. Mais si tu veux avoir une performance qui soit au-dessus de celle de ton livret A, il faut accepter de prendre une part de risque. Ça veut dire qu'il faut être prête à voir ton capital dégringoler à certaines périodes. Et un autre frein, du coup, en lien avec ce que tu viens de dire, qu'on entend très souvent, c'est la peur de tout perdre. Tu mentionnais tout à l'heure qu'il faut être prêt à perdre 20%, 30% de son capital. Est-ce qu'on peut perdre 100% de son capital ou pas du tout ? Mais bien sûr que tu peux tout perdre. Imagine que tu investisses dans une action, dans une boîte qui va faire faillite. À un moment, cette boîte, si elle n'est pas rachetée, si elle est liquidée, la part de ton action, le prix de ton action vaudra 0. Donc, tu auras tout perdu. Ou il vaudra 0,005. Tu auras tout perdu. Ça peut arriver. Et il faut le savoir. Maintenant, tu as plein de façons d'éviter de perdre 100%. La première chose, c'est que déjà, tu n'investis pas tout ton argent dans cette action-là. Et donc, c'est ce qui est formidable, notamment avec les contrats d'assurance vie et les fonds d'investissement qui sont logés dans les contrats d'assurance vie, c'est que ils investissent dans plein de boîtes et dans plein de secteurs et dans plein de zones géographiques. Donc, les boîtes se cassent pas toute la figure exactement au même moment et elles font pas toutes faillite au même moment, heureusement. Donc, la première clé pour limiter, si tu veux, ta baisse, c'est la diversification. La deuxième clé, c'est les investissements progressifs. Quand tu investis, par exemple, je vais donner un exemple un peu extrême, 100 000 euros le 19 février 2020. Et si tu as tout investi sur les marchés, en un mois, tu as perdu 40% de la valeur de tes placements. Parce que au moment où on a compris que tout le monde allait être confiné, les marchés ont dévissé, et ça c'était valable en Europe comme aux États-Unis, d'à peu près presque 40% en un mois, ce qui est énorme. Tout le monde a eu un peu peur en fait à ce moment-là. Mais si tu as investi un petit peu le 19 février, un petit peu le 19 mars, un petit peu le 19 avril, un petit peu le 19 mai, etc., et tu es rentré sur les marchés à tous les prix. Et donc tu n'as pas trouver le point d'entrée le plus bas, que personne ne trouve jamais, il faut être très humble là-dessus, mais tu n'as pas investi tout ton argent au plus haut. Tu as un prix d'entrée moyen sur les marchés et donc c'est aussi une façon de limiter le risque. Et puis la troisième façon de limiter le risque, c'est aussi de te dire, bon, il y a une part d'argent que je peux mettre en risque parce que je sais que je n'en ai pas besoin dans les 10 ans. Et en revanche, l'argent dont j'ai besoin dans 2 ans pour m'acheter un appart ou dans 3 ans pour les études de ma fille ou dans 1 an parce que je fais une reconversion, celui-là, tu ne le mets pas sur les marchés. Et justement, pour celles et ceux qui nous écoutent jusqu'à là, ils se sont dit, ok, je vais commencer à placer mon argent, je vais par exemple ouvrir un contrat d'assurance vie, je me sens à l'aise avec ça. Par contre, avant de justement accepter le contrat, il y a souvent, et dans 100% des cas, parce que les plateformes sont obligées, un questionnaire avec justement ton appétence au risque, est-ce que tu te sens à l'aise de potentiellement perdre une partie de ton capital et tout ça. Et je sens que souvent, quand on est face à toutes ces questions, ça donne un peu une notion de « mais si j'ai jamais investi, je ne sais pas comment je vais réagir une fois que je perds un peu d'argent ». Donc, c'est difficile à répondre à ça si j'ai jamais vécu ce genre de situation. Est-ce que tu as des conseils justement pour ces gens qui ne savent pas forcément mon appétence à risque ? Alors, la première des choses, c'est que je ne peux pas répondre à leur place. La deuxième des choses, c'est que ces questionnaires-là, ce sont des questionnaires qui sont obligatoires pour justement s'assurer que tu es à peu près OK avec une partie et une petite dose de risque. Et tu dis, on te met face à une situation qui est une situation purement théorique. Après, peut-être que tu ne réagiras pas du tout comme ça et comme tu l'avais anticipé dans une période de baisse. Et c'est pour ça que c'est pas mal de commencer avec des petits montants pour voir comment on réagit et comment on se sent quand les marchés chutent. Parce que ce qui est très difficile, en fait...
quand les marchés chutent et qu'on a commencé à investir avec des versements réguliers, c'est de continuer à investir. Parce qu'en fait, à chaque fois que tu alimentes ton contrat, si tu mets 100 € tous les mois et que tu le fais dans une période où ça baisse longtemps, eh bien, tous les mois, les 100 € que tu vas avoir investis, si tu regardes ton contrat, ils seront engloutis dans la baisse des marchés. Et tu continues à investir et tu as vraiment l'impression d'alimenter un puissant fond, en fait. Et c'est dans ces moments-là qu'il ne faut surtout pas s'arrêter d'investir. Et c'est très contre-intuitif, c'est extrêmement difficile. Et puis, tu as plein de gens qui arrivent à réagir et à dire « Allez, je réinvestis, je saisis les baisses, etc. » Ils font ça pendant 6 mois, pendant 1 an. Et puis, les périodes où les baisses durent 2 ans et demi, ils ont fait ça pendant 2 ans, puis au bout de 2 ans, ils en ont marre, ils sortent. Et c'est ce qu'il y a de pire à faire. Mais c'est pour ça qu'au début, il faut essayer déjà d'y aller avec des petits versements réguliers et puis en suivant un petit peu l'actualité des marchés, en comprenant ce qui se passe. Tout simplement, si les marchés baissent, il faut comprendre pourquoi, il faut comprendre d'où viendra la hausse, à quel moment on peut l'anticiper, etc. Alors l'idée, c'est pas de faire ce qu'on appelle timer le marché, parce que tu y arriveras pas, et moi non plus, enfin, même les grands spécialistes des marchés n'arrivent pas à timer le marché. Mais l'idée, c'est de comprendre, encore une fois, que en même temps, si ton contrat a perdu 20%, c'est somme toute assez normal dans un marché qui a perdu 30%, par exemple. Et du coup, justement, par rapport à ces différentes choses contre-intuitives, est-ce qu'il y a d'autres erreurs que tu peux parfois observer chez des investisseuses débutantes qu'on pourrait du coup éviter, parce que tu nous en ferais part maintenant ? Dans les grandes erreurs, il y a ne rien faire, il y a avoir peur, il y a ne pas avancer parce qu'on a la trouille, ça c'est un peu la même chose. Il y a chercher le meilleur, ce qui revient aussi à ne rien faire. Il y a une erreur que j'observe moi souvent, c'est la recherche d'avantages fiscaux. Alors ça, c'est une erreur générale dans le choix des placements. Si tu mets la recherche d'avantages fiscaux en critère numéro 1 de ton placement, tu ne vas faire que des erreurs. C'est-à-dire que dans quelques années, tu ne te souviendras plus pourquoi tu as pris ce placement. Tu auras eu ta réduction d'impôt et puis tu te retrouveras avec un truc qui ne vaut pas grand-chose. C'est vraiment, vraiment pas idéal. La recherche d'avantages fiscaux dans toutes tes décisions patrimoniales, elle devrait venir en 4e, 5e, 6e, 7e position. Or, on sait que ce n'est pas le cas, malheureusement. Non, et puis l'erreur majeure, c'est de ne pas savoir et de ne pas comprendre ce que tu fais en te disant « celui-là, il a l'air de s'y connaître, allez, je vais signer. » En fait, non, il faut que tu comprennes ce que tu fais. Et il faut que, idéalement, tu puisses aussi te souvenir dans quelques années pourquoi tu as fait ça. Parfois, dans quelques années, la raison pour laquelle tu as fait ça aura sauté, ça n'existera plus et il faudra que tu fasses des arbitrages dans ton patrimoine parce que le placement que tu as fait à ce moment-là ne se justifie plus du tout. Ce sont des choses extrêmement fréquentes dans la vie d'une épargnante ou d'un épargnant. On réinspecte régulièrement au fil des situations de vie ce qui peut rester comme ça, ce qui ne peut pas rester comme ça. Typiquement, la dose de risque, en fait... Là, tu as un job, tu vis avec quelqu'un, tu n'as qu'un enfant et tout se passe bien, tu as acheté un appart, tu es dans une situation très confortable. Tu peux prendre une petite dose de risque et même parfois une dose de risque un peu plus importante. Dans 3 ans, tu as des jumeaux, tu divorces et tu perds ton job la même année. Bon, je te fais un scénario un peu vénère. Il est évident que la dose de risque que tu pourras prendre à ce moment-là sera nettement moins forte. Et je pense que c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que ça parle beaucoup à justement ma prochaine question, que c'est un cas un peu extrême, mais ça peut arriver. Un divorce, un perte d'emploi, la retraite, mais même on a beaucoup d'études qui montrent que ça peut pénaliser les femmes par rapport aux hommes, passer un temps partiel. Donc comment tu vois justement le rôle de l'investissement pour faire un changement dans la société, de vraiment inciter plus de femmes à faire face à ces changements de vie qui peuvent arriver?
Le conseil numéro 1, ce serait d'investir et d'investir des montants significatifs. Mais avant ça, si tu veux, pour investir des montants significatifs, il faut bien comprendre quand même que tu n'investis sur les marchés que ce que tu peux mettre en risque et tu ne peux prendre des risques que quand tu as une situation confortable. Donc si tu veux, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais je rappelle quand même que les rémunérations des femmes, c'est 22% de moins que celles des hommes. Quand tu tiens compte des temps partiels, etc. Je rappelle que les femmes sont très souvent à la tête des foyers monoparentaux, qu'elles sont plus nombreuses à être en situation de surendettement pour les deux raisons. Moins de salaire, t'es un foyer monoparental, t'as des pensions alimentaires qui tombent pas. Comment tu veux mettre de l'argent de côté ? Et parfois, t'arrives pas non plus à boucler tes fins de mois. Et parfois, tu te retrouves en surendettement. Si tu veux, ces situations-là, elles sont hyper fréquentes. La première des choses, avant de commencer à épargner et à investir, c'est de bien comprendre où sont les grandes masses d'argent, quelles sont les rentrées, quels sont les flux, combien on gagne, d'aller négocier ses salaires régulièrement. Idéalement, de ne pas passer à temps partiel et de ne pas prendre de congés parentaux, qui sont des trucs qui sont pris à 98% par les mères et qui nous pénalisent horriblement sur le plan financier. On gagne 400 € pendant les congés parentaux et on cotise très peu. Ça veut dire que ces périodes-là, on perd de l'argent. On a un manque à gagner financier immédiat et un manque à gagner futur pour la retraite. Ça va pas, en fait. Il faut faire les comptes tout le temps, en fait. Avant de se dire dans quoi je vais investir, il faut savoir combien on investit. Ça veut dire qu'il faut qu'on gagne nos vies, qu'il faut qu'on négocie et que quand on est en couple avec une personne qui a parfois des meilleurs revenus et moins de temps de travail non rémunéré à la maison, qu'il y ait des flux entre nous pour que les inégalités ne se creusent pas mais qu'elles se réduisent. Parce que c'est très beau d'investir, c'est très bien et on peut avoir des super performances, mais des super performances sur des tout petits chiffres, ça n'avance pas à grand-chose. Donc il faut voir aussi la grande image. Et pour finir sur une note, j'espère, très positive, il y a aussi beaucoup de chiffres qui montrent que quand les femmes se mettent à investir, ils investissent mieux que les hommes. Pourquoi ? Est-ce que tu l'as aussi observé dans ta pratique et qu'est-ce que les femmes finalement font mieux ? Alors, souvent, quand il y a des analyses de portefeuille, ça c'est des analyses à très grande échelle qui ont été faites notamment par Fidelity, quand ils analysent des portefeuilles de femmes et des portefeuilles d'hommes, en général, les femmes ont une performance un petit peu meilleure. Alors, c'est plutôt sur des portefeuilles américains avec des femmes et des hommes qui ont plus la pratique des marchés que nous, on l'a en France. Mais les femmes ont de meilleures performances parce qu'elles font moins d'opérations et donc elles payent moins de frais de courtage, tout simplement. Et donc, ça rabote moins leurs performances. Et elles perdent un peu moins leur nerf dans les situations de crise. Elles fonctionnent un peu moins à l'adrénaline en réalité. La bourse qui fonctionne, que ce soit via des comptes titres, des PEA ou via des contrats d'assurance vie, c'est vraiment davantage la bourse à la papy avec des charentaises que la bourse avec des super baskets de course en fait. C'est des petits mouvements réguliers pendant longtemps. C'est ça qui fonctionne. Et sans perdre ses nerfs quand ça baisse et en continuant à investir dans ces cas-là. C'est ça qui fonctionne. Alors évidemment, c'est mieux si à la place de 100 €, tu peux investir 200 puis 500. Mais en tout cas, il ne faut pas se dire qu'il y a une barrière à l'entrée. Ce n'est pas vrai. Et puis, il faut avancer tranquillement. La deuxième piste d'explication, alors... on dit souvent que les femmes sont un peu plus averses au risque que les hommes. Parfois, c'est vrai. Souvent, quand elles ont des moyens, elles sont OK pour prendre une part de risque pour prendre des risques sur une part de leur patrimoine. À l'inverse, moi, et ça, je ne le vois pas dans les documents AMF, je le vois à mon bureau. De temps en temps, je vois des hommes qui ont une perception de la réalité complètement délirante, si tu veux. Donc, on peut dire, ah oui, les femmes n'aiment pas le risque, etc. On peut aussi voir le sujet à l'envers, autrement, en disant,
peut-être que de temps en temps, leur partenaire adore le risque, mais aime un peu trop le risque et penche un peu trop près de certaines zones dangereuses. Donc, je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles, peut-être sur le long terme, elles sont un peu meilleures. Génial. On a eu plein de conseils hyper concrets et c'est exactement ce qu'on cherche avec Cash Confidence. On arrive à la fin de l'épisode et pour ça, on a un petit jeu de cartes qu'à chaque fois, on suggère à des invités de piocher une carte. Donc, je te laisse regarder un peu les questions et choisir un peu la question que tu veux répondre. Je choisis une question. Je ne tire pas au sort. Hein. Tu peux piocher. Alors, attends. Alors, moi, j'aime bien les émotions négatives et la question sur le contexte, sur la peur de parler d'argent. Si tu peux lire la question avant de répondre. Choisis celle que tu veux. Ouais. Je vais prendre celle-là. Je vais prendre les contextes dans lesquels on a le plus peur de parler d'argent. Ou je lis la question. Attends. Ouais. Dans quel contexte as-tu le plus peur de parler d'argent ? Pourquoi ? En couple, avec les amis, avec la famille. Je trouve que c'est pas très facile de parler d'argent avec ses amis. Parce que, tout simplement, on sait globalement qu'on n'a pas tous les mêmes trains de vie, qu'on n'a pas tous les mêmes revenus, qu'on n'a pas tous les mêmes origines familiales. Alors, moi, je me fous complètement d'entendre mes amis parler de problèmes d'argent plutôt quand ils sont très aisés. Ça ne me dérange pas du tout. J'ai plein d'amis qui sont beaucoup plus riches que moi et ça ne me pose aucun problème. À l'inverse, je suis un peu gênée parfois. Je parle pas de mes histoires d'argent à des gens dont je sais qu'ils sont dans une situation délicate. Parce que voilà, c'est pas la peine d'étaler ces trucs. Et puis, il n'y a rien de plus irritant que d'entendre des gens dont tu sais qu'ils ont beaucoup d'argent te dire « Oh là là, on est gêné. » Enfin, c'est pas possible. Donc ça, je trouve qu'avec les amis, c'est très délicat parce que on n'a pas tous les mêmes historiques, les mêmes parcours, les mêmes appréhensions, etc. J'ai pas de problème à parler d'argent en couple depuis toujours et je trouve que c'est franchement super sain de pas avoir de problème à en parler. Et en famille, ça dépend si c'est ma famille, mes parents ou ma famille, mes enfants. Je suis encore un peu timorée à donner les grands chiffres à mes enfants qui sont un peu jeunes à mon sens. Je leur apprends à gérer un budget, etc. Mais je trouve que ils n'ont pas à savoir combien on a sur nos comptes en banque. Voilà, je pense que c'est trop tôt. Et puis, avec mes parents, c'est pas toujours évident non plus, mais c'est pas spécialement tabou. C'est pas un sujet récurrent. Merci beaucoup, Héloïse. Sur ce, on arrive à la fin de l'épisode. Si on a envie de te retrouver suite à cet épisode, comment est-ce qu'on te retrouve ? Alors, j'ai une newsletter qui s'appelle Prends l'oseille sur Substack, que j'écris pas très souvent, mais que je fais de temps en temps et pour laquelle je me donne beaucoup de mal. J'ai un compte Instagram qui s'appelle oseille.e.compagnie. Attention, y a plein de fake en ce moment, c'est insupportable, mais je suis pas la seule à souffrir de ça, mais il faut le dire. Et puis il y a un site internet www.oseilleetcompagnie.com. Super. Merci pour tous tes conseils archi concrets. En tout cas, moi, j'ai énormément appris. Donc, j'espère que toutes nos auditrices ont aussi appris et que vous avez toutes envie de commencer à investir parce que dans tous les cas, on l'a dit, ne rien faire fait partie des grosses erreurs dans l'investissement. Merci encore, Héloïse, de nous avoir donné autant de conseils. C'était vraiment très concret et actionnable. Et merci à toutes celles qui sont restées jusqu'à la fin de l'épisode et qui nous ont soit regardé par vidéo, soit écouté le podcast. Et merci à Boursobank sans qui cet épisode ne pourrait pas exister dans de telles conditions, avec lesquelles on a la même mission, réussir à parler d'argent sans tabou. Merci à toutes et on se retrouve très prochainement pour un prochain épisode et en attendant, prenez soin de vous et de vos finances.
vous avez aimé cet épisode, retrouvez-nous dès maintenant sur Instagram, @cashconfidence avec un S. Vous pourrez y retrouver plein de conseils dans la continuité de tout ce qu'on se dit dans ce studio. À très bientôt.